Merci de nous rejoindre dans ce 19-20 week-end. Nous sommes ensemble pour une heure d'informations régionales, nationales et internationales. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. 10 ans en arrière, la nouvelle de sa disparition faisait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde de la gastronomie française. Le 24 février 2003, Bernard Loiseau mettait fin à ses jours. Une messe était célébrée aujourd'hui dans sa ville de Saulieu en présence de ses proches. Mais d'abord, cette affaire scandaleuse dans la Nièvre, des animaux maltraités, mal nourris pour certains, morts de faim depuis des jours. Une habitante du sud nivernais a voulu nous alerter sur la situation catastrophique de ces bêtes sous couvert d'anonymat. Un scandale qui fait tache alors que la France s'apprête à célébrer l'excellence de ses élevages au Salon de l'Agriculture. HeroCorp, la série humoristique, est de retour sur Comédie Plus et France 4, mais également en Bourgogne pour son tournage. Un choix qui ne doit rien au hasard. Son réalisateur, Simon Astier, popularisé, souvenez-vous, grâce à la mini-série Kaamelott et Dijonais. C'est donc en toute logique qu'il a choisi la Bourgogne pour sa série. Basile Jaouti et Isabelle Rivière sont arrivés juste à temps pour le dernier jour de tournage en Avalon, dans l'Yonne. Voilà, Arnaud Montebourg qui fait beaucoup parler de lui, qui est parfois décrié également. Est-ce que selon vous, il a toujours sa place au gouvernement ? Oh, bien sûr, il est même indispensable au gouvernement. Il a du talent, il est impétueux, il faut bousculer les choses, c'est ce qu'il fait. Un sondage Opinionway, le juge ministre le plus convaincant sur le plan économique. Est-ce que ça paye les coûts médiatiques ? Ça doit payer quelque part, oui. Si je vous disais le contraire, vous ne me croiriez pas. Merci beaucoup, François Rebsamen. De retour avec Sébastien Cyr, secrétaire général du SNUIPP FSU, syndicat majoritaire, c'est les enseignants du premier degré. Alors, difficile de se retrouver dans cette contestation enseignante. Cette réforme, vous l'appeliez de vos voeux. Et maintenant que vous la touchez pratiquement du doigt, paf, le 8 janvier dernier, votre syndicat rejette le projet du ministre. Ce sont de vieux réflexes contestataires, peut-être ? Non, absolument pas. C'est une exigence que cette réforme des rythmes scolaires, qui est effectivement nécessaire, eh bien, elle soit une réussite. Elle soit une réussite pour tous les enfants, sur tout le territoire. Or, à l'épreuve des travaux pratiques, et on le voit bien d'ailleurs avec ce cas d'école en fait sur Nevers, eh bien, c'est un véritable casse-tête pour les communes qui soit en fait traînent les pieds pour mettre en œuvre la réforme dès 2013, puisque à ce jour, il n'y aurait que 14% des enfants sur tout le territoire qui pourraient être concernés par un passage à 4 jours et demi, parce qu'il y a des véritables problèmes, des problèmes en termes d'infrastructure pour accueillir 100% des élèves en fait scolarisés, des problèmes pour recruter des animateurs qualifiés, le maire de Nevers le dit fort bien, et donc c'est un véritable défi que de pouvoir réussir la réforme, parce que le risque, c'est que nous ayons une réforme qui soit réussie là où les communes en fait ont des ressources humaines, ont l'ingénierie éducative et ont les moyens financiers, et puis qu'elle soit en échec partout ailleurs où malheureusement les communes n'ont pas suffisamment en fait de ressources financières. Voilà. Justement, je crois que vous souhaitez obtenir des garanties sur les activités périscolaires, avec la crainte que les plus défavorisés, c'est ce que vous disiez, soient laissés sur le bas-côté, car rien ne dit effectivement dans le décret que les activités périscolaires seront gratuites. Effectivement, elles n'ont pas d'obligation à être gratuites, et nous avons mené une enquête en fait hier auprès des Français qui disent qu'à 92%, si les activités périscolaires, celles qui auront lieu après l'école en fait, sont payantes, malheureusement, les parents ne mettront pas leur enfant en fait. Alors on nous avait promis une belle et grande journée éducative avec des journées scolaires raccourcies. Mais qui dit journée scolaire raccourcie dit obligatoirement les activités périscolaires qui doivent prendre les relais. Et ces nouveaux temps éducatifs qui doivent être de qualité en fait, qui seront à la charge des communes qui assument déjà beaucoup pour l'éducation, qui investissent dans les écoles primaires, et bien les communes aujourd'hui n'ont pas suffisamment de visibilité, pas suffisamment de temps. Elles n'ont pas une pérennisation des financements, et c'est cela que nous dénonçons, parce que nous ne voulons pas que cette réforme soit un mirage et qu'au final, dans un an, on fasse le constat d'inégalité ou de journées éducatives qui ne sont pas aussi riches. Donc l'idée, c'est que nous voulons finalement un report à 2014 pour donner le temps, là où les conditions ne sont pas réunies, là où les acteurs, les parents, les enseignants en fait n'ont pas été consultés ou ne sont pas d'accord. Nous voulons donner le temps à cette réforme pour qu'elle réussisse, parce que c'est l'enjeu en fait pour les enfants d'avoir une réforme réussie et de belles et grandes journées éducatives. Juste en un mot, ça va changer aussi quelque chose pour les professeurs. On parle d'une prime de 400 € qui serait attribuée aux 300 000 enseignants du premier degré. Ce serait une manière aussi de reconnaître leurs efforts, en 2 mots ?
Écoutez, les négociations n'ont pas encore débuté en fait sur cette question de l'indemnité. Le ministre effectivement a laissé entendre par voie de presse qu'il y aurait des discussions à ce sujet-là. Moi, j'attends qu'ils nous réunissent, qu'on se mette autour de la table. Mais ce n'est pas un donnant-donnant. C'est-à-dire que la question de la revalorisation des professeurs des écoles, c'est un sujet en soi qui n'est pas directement lié à la réforme des rythmes scolaires, parce qu'il faut savoir, pour finir, que les professeurs des écoles sont parmi les plus mal payés en fait d'Europe, avec un niveau de qualification très élevé, et il faut justement répondre à cette injustice, à ce déclassement salarial dont ils sont victimes. Merci beaucoup Sébastien Cyr d'avoir été avec nous. À suivre d'autres informations dans ce journal. Depuis hier, les députés examinent le projet de loi qui abrogera notamment le conseiller territorial voté sous le quinquennat Sarkozy. Avant de retrouver en direct depuis Paris François Sauvadet, le président du Conseil général de Côte d'Or, à la tête de la contestation, je vous propose de découvrir les grandes pistes de cette réforme, des modes de scrutin locaux et du calendrier électoral avec vous, Claire. Avec nous ce soir en direct depuis Paris. Bonsoir. Votre pétition circule depuis le mois de décembre. Elle a été signée par 2000 élus locaux et 120 parlementaires. Que reprochez-vous à ce nouveau mode de scrutin qui devrait pourtant permettre une plus juste répartition des territoires ? Oui, attendez. D'abord, ce n'est pas du tout la même réforme que celle qui avait été prévue par le précédent gouvernement, contrairement à ce qui était dit. C'est une réforme complètement nouvelle que propose le gouvernement aujourd'hui, une réforme électorale. Ce qu'il prévoit, c'est d'abord de diviser par 2 le nombre de cantons en France. Et ça va avoir une conséquence directe de fonder des grandes circonscriptions dans lesquelles il estime que chaque canton doit être composé du même nombre d'habitants. En Côte d'Or, ça se traduirait par à peu près 24 000, 25 000 habitants. Vous imaginez? Ça voudrait dire que si on applique cette réforme, on va avoir 500 communes de notre département, sur 706, qui vont être représentées par 5 ou 6 cantons. C'est inacceptable. Et en plus, il prévoit, le gouvernement, l'élection d'un binôme, un homme, une femme, élus ensemble sur ces grands territoires et qui vont exercer séparément leur mandat. C'est le désordre territorial qu'on est en train d'organiser. Alors pour prendre les choses les unes après les autres, ce que vous craignez, c'est d'abord la sous-représentation des campagnes par rapport aux villes, comme en Côte d'Or, ce que vous disiez ? Bien sûr, c'est exactement ce à quoi ça va se traduire, c'est l'abord des territoires ruraux. Dans la précédente réforme, on gardait un lien très direct entre le conseiller territorial et les territoires d'élection. Là, on est en train de rompre ce lien. Vous allez avoir des cantons qui vont être composés d'une centaine de communes, voire même 200 communes. Donc vous imaginez la perte de ce lien, et en plus, on va donner les clés des départements aux grandes agglomérations. C'est ça qui fait qu'il y a un vrai débat. D'ailleurs, ce débat, c'est pas simplement moi qui le porte. J'observe que ça fait beaucoup de tensions aussi au sein du Parti socialiste. Alors, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui porte la réforme, a pourtant promis que le redécoupage tiendrait compte des particularités locales. Oui, d'ailleurs, j'ai réussi à faire passer un amendement grâce à ce combat que nous menons pour faire adopter dans la loi que les départements représentent à la fois des populations, mais aussi les populations vivant sur les territoires. C'est déjà une première avancée, mais il faut qu'on aille au-delà. Moi, je souhaite que vraiment la préoccupation de la densité de population, c'est-à-dire une juste représentation des territoires ruraux et des populations qui y vivent, soit assurée. Si on accepte la réforme telle qu'elle est là, c'est une rupture totale. Je vous le garantis, c'est la mort annoncée des territoires ruraux. Et donc, pourquoi faut-il absolument opposer les territoires ruraux et les territoires plus citadins? Pourquoi opposer les Français des villes et des campagnes? On ne les oppose pas. On ne les oppose pas. Aujourd'hui, vous avez 43 conseillers généraux en Côte d'Or. Vous en avez une dizaine de l'agglomération dijonnaise. Demain, vous en aurez plus de 20 de l'agglomération dijonnaise. Ça change tout. Qui va assurer l'aménagement du territoire? Qui va représenter ces territoires ruraux, ces nombres importants de communes qui assurent la cohésion sociale? C'est pas simplement un combat d'arrière-garde, c'est au contraire un combat très moderne. Vous savez, moi, je suis persuadé que l'un des plus grands défis que nous aurons au XXIe siècle, c'est pas simplement le défi de l'emploi, c'est le défi de l'aménagement du territoire. Si on veut vraiment que le phénomène d'agglomération se poursuive et le phénomène de désertification se poursuive avec son lot de désolation dans les deux cas, il faut vraiment adopter ce mode de scrutin. Parce que là, ce sera vraiment la fin de cette représentation. Il y a un point, qu'il est en tout cas difficile de contester, c'est que la réforme va enfin instaurer davantage de parité, un ticket de 2 élus par canton, un homme, une femme. Il faut avouer que c'est un grand pas, alors que le deuxième siècle ne représente que 13% de l'ensemble des élus. D'ailleurs, je trouve que la gauche qui donne des leçons en ce domaine ferait bien de regarder elle-même dans son propre camp. Elle est majoritaire dans toutes les régions
régions de France où il y a la parité, et il n'y a que 2 femmes présidentes de conseil régional à ma connaissance. Donc vous voyez bien que l'exemple, il doit être fourni par ceux-là même qui le réclament. C'est vrai qu'il y a une sous-représentation de femmes dans les départements. Moi, j'ai fait des propositions. Qu'on mette une dose de proportionnel. On s'apprête à le faire pour les élections législatives au même motif. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas une dose de proportionnel dans les départements, ce qui permettrait de garantir à la fois la juste représentation des territoires, à la fois la juste représentation des agglomérations, et puis en même temps la parité à laquelle je suis personnellement très attaché. Alors, dernière question, charcutage, bidouillage, tripatouillage, hold-up, tout un florilège d'expressions qui ont été utilisées par vos amis pour qualifier cette réforme. Son rapporteur affirme qu'il fallait de toute façon procéder à un nouveau redécoupage. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais attendez, je vous le dis, là, c'est un redécoupage généralisé qui va se faire hors circonscription et hors contrôle. La seule clé qu'il s'impose dans ce nouveau redécoupage, c'est de considérer qu'il ne faudra pas toucher aux communes dès lors qu'elles sont de 3500 habitants. Mais vous imaginez, ce redécoupage va avoir un objectif très simple, c'est de se préparer des terres électorales. Qui va le faire, ce redécoupage? C'est le gouvernement et le ministère de l'Intérieur avec ses spécialistes. Et donc, vraiment, moi, je vais combattre à fond cette réforme. D'ailleurs, j'observe qu'elle trouve un écho dans le pays, et notamment dans les territoires ruraux. Merci beaucoup François Sauvadet d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, c'est la fin de cette édition. À suivre la météo puis l'édition nationale. Quant à moi, je vous retrouve demain pour les éditions du 12-13 et du 19-20. En attendant, vous suivez toute l'actualité dans votre région sur notre site internet. Très belle soirée sur France 3.